Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Ça y est, le prix Nobel d'économie a été attribué lundi aux Américains Paul Milgrom, 72 ans, et Robert Wilson, 83 ans. Le prix leur est remis pour avoir amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats d'enchères. Ce qu'a aimé le jury du Nobel, c'est que leurs travaux ont eu des applications très concrètes. Ça a commencé dès 1993, puisque la FCC, l'autorité des télécoms américains, a utilisé leurs travaux pour leurs enchères de fréquences pour la télé ou pour la téléphonie mobile. Ils ont proposé à l'époque des enchères simultanées à plusieurs tours, on en reparlera un petit peu plus tard, système qui est toujours utilisé aujourd'hui et notamment pour attribuer les fréquences 5G dans plusieurs pays. Alors quand on pense enchères, on pense souvent à l'enchère classique d'objets d'art avec le système qu'on appelle enchère anglaise, où en fait le prix monte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de candidats et puis l'objet est remis à celui qui a fait l'offre la plus élevée. Et on a aussi à l'inverse les enchères hollandaises, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a le prix qui baisse jusqu'à ce qu'un acheteur fasse une offre. Ce sont en fait deux exemples d'enchères ouvertes, c'est-à-dire qu'on voit les offres des autres. Mais en fait, il y a plusieurs autres types d'enchères, notamment avec des offres fermées, c'est-à-dire qui ne sont pas visibles aux autres participants, par exemple dans ce qu'on appelle l'enchère au premier prix sous pli fermé. Donc les offres sont gardées secrètes, par exemple sous enveloppe, et la plus élevée remporte le marché. Alors la théorie des enchères paraît simple, mais en fait c'est bien plus compliqué qu'on peut l'imaginer. Ça fait partie de ce qu'on appelle la théorie des jeux, parce qu'effectivement il y a un vrai jeu psychologique entre les différents acheteurs. Parce qu'il y a bien sûr le prix maximum que je suis prêt à mettre, mais surtout je dois deviner combien les autres sont prêts à mettre. Et pour inciter les participants à mettre leur vrai prix, le prix auquel ils estiment le bien, on a créé par exemple l'enchère dite de Vickray, qui est aussi appelée l'enchère au second prix. Et dans ce cas-là, le gagnant, c'est toujours celui qui a émis l'offre la plus élevée, mais cette fois-ci, il va payer le prix correspondant à la seconde meilleure offre. Et dans ce type d'enchère, on oblige en fait le vendeur à se dévoiler et à donner son vrai prix. Et ça permet aussi d'éviter ce qu'on appelle la malédiction du vainqueur. Lors des enchères pour les droits télé du foot français en 2004, on en a vu un exemple parfait. C'était des enchères au premier tour fermé, donc on ouvre les enveloppes et le plus offrant gagne. Et TF1, pendant un certain moment, avait fait un gros travail de préparation pour mettre la pression à Canal+, répétant en permanence qu'ils étaient très intéressés, qu'ils ne laisseraient pas filer les droits, etc. Et résultat, Canal+ a fait une offre extrêmement chère à 600 millions d'euros, alors que TF1 n'a proposé que 326 millions, donc quasiment la moitié. Et en fait, c'était du bluff uniquement pour faire payer Canal+ très très cher. Et on voit que dans une enchère au deuxième prix, ça n'aurait pas marché puisque Canal+ aurait payé le prix de la deuxième offre, donc celle de TF1. Donc TF1 aurait été obligé de faire une offre plus élevée parce qu'ils auraient anticipé ça. Et de même manière, si les enchères avaient été faites avec des offres ouvertes, dont j'ai déjà parlé, Canal+ aurait vu que TF1, au bout d'un moment, arrêtait les enchères assez tôt, et donc ils n'auraient pas été obligés de mettre un prix aussi élevé. On voit, c'est pas si facile de faire des enchères efficaces où tout le monde est content. Les acheteurs, ceux qui ont eu le deal ou juste les candidats, ou bien le vendeur. Parce que quand on y pense, le gros problème des enchères, c'est que quand vous gagnez une enchère, c'est souvent parce que finalement tous les autres participants pensent que ça vaut moins. Alors revenons un petit peu aux gagnants du prix Nobel, et notamment à ces fameuses enchères dans les télécoms aux États-Unis en 1993. Alors, c'était un marché complexe, parce que l'État, à l'époque, vendait des milliers de fréquences en même temps, dans des zones géographiques très différentes. Donc, dans un premier temps, c'était partagé sur dossier, donc on choisissait, soi-disant, le meilleur opérateur pour obtenir une fréquence, mais bon, forcément, il y avait beaucoup d'argent qui était dépensé en lobbying, et puis avec potentiellement des problèmes de corruption. Alors, pour éviter ça, ils sont passés au tirage au sort. Mais le tirage au sort, ça crée beaucoup de frustration parce qu'il y a certains opérateurs qui ne sont pas choisis alors qu'ils auraient été prêts à payer plus cher. Et le vendeur, donc l'État américain, il aurait pu empocher plus d'argent parce qu'à l'époque, les licences étaient vendues pour pas très cher. Et sur les recommandations notamment de Milgrom et Wilson, l'État va mettre en place un système d'enchères ascendant, ouvert, donc on voit tous les prix qui sont offerts par tous les opérateurs sur une certaine licence, et surtout, et c'est le point principal, simultané, c'est-à-dire que les enchères donc sur plusieurs dizaines de licences vont uniquement être terminées lorsque la dernière licence a obtenu une offre finale. Si vous êtes un opérateur, vous êtes en train d'enchérir en même temps sur plusieurs fréquences, par exemple en Californie, vous êtes peut-être prêt à acheter un peu plus cher les quelques licences qui vous manquent pour couvrir toute la région. Et à l'inverse, contrairement aux enchères dont on a déjà parlé type enveloppe fermée, vous n'allez pas découvrir uniquement à la fin que vous avez perdu toute la Californie, sauf par exemple 3 villes qui sont dispersées. Donc on termine avec des opérateurs qui ont des offres cohérentes par région et qui ont payé le juste prix pour les obtenir.
Alors bien sûr, un des risques de ces enchères, ce sont les collusions. On se met d'accord entre opérateurs pour dire, voilà, moi je prends la Californie, tu prends le Texas, etc. Et pour éviter ça, les enchères étaient bien sûr anonymes. Et quand les premières licences américaines sont vendues donc en 1994 basées sur ce nouveau système, c'est le choc parce que les 10 premières licences sont vendues pour 617 millions de dollars alors qu'elles auraient été vendues avec les anciens systèmes pour vraiment pas grand-chose. Et sur les 20 années suivantes, donc de 1994 à 2014, l'État américain a empoché 120 milliards de dollars en vendant des licences avec ce type d'enchères. Mais depuis, les enchères se sont encore améliorées, notamment pour éviter tout ce qui est manipulation et puis collusion entre les différents acheteurs. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter le site du prix Nobel. Il y a plusieurs documents très intéressants qui expliquent pourquoi le jury a pris cette décision. Et il y a notamment l'article scientifique de base qui a permis aux deux économistes de gagner le prix Nobel. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.